Donnez libre cours à la voix des jeunes et vous verrez le développement que vous cherchez. C'est avec ce mot de Benjamin Bouyemere, un jeune installé comme ça dans les carcans de ces jeunes conscients de leur impact dans la sphère politique et sociale de notre pays, qui a dit cette phrase avec laquelle nous vous accueillons dans ces jeux que nous appelons débats contradictoires, ces jeux équilibrés, ces chocs d'idées duquel jaillit la lumière. Mesdames, Messieurs, bonsoir. De partout à travers le pays, à travers le 26 provinces de la RDC, où vous avez l'occasion de nous suivre. Et ce soir encore, ça sera un présentateur, deux invités, trois thématiques essentiellement retenues sur l'actualité en République démocratique du Congo. Nous parlerons simultanément d'abord de l'expédition des affaires courantes par le gouvernement Sama Lukonde entre urgence et respect de la Constitution. Ensuite, nous parlerons de la sécurité. Jean-Jacques Mamba rejoint Corneille Nangaa. Et pour finir, nous parlerons de la mission de l'informateur. Augustin Kabouya a présenté un rapport préliminaire au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Commençons par le commencement. Vous le savez, évidemment, depuis la sortie, bien sûr, de ces élections de décembre 2023, certains membres du gouvernement ont été élus et dont le mandat au Parlement de la République a été validé par cette chambre basse du Parlement, évidemment. Le premier d'entre eux, Sama Lukonde, premier ministre, a déposé sa démission auprès du président de la République pour donner place à son mandat électif au sein de l'Assemblée nationale. Entre urgence et respect de la Constitution, c'est la question qu'on se demande ce soir, parce que la Constitution stipule que ce mandat électif n'est pas compatible à n'importe quel poste au sein du gouvernement. Et pour parler de ce premier sujet, évidemment, vous le savez, nous aurons l'honneur de partir d'abord du côté de l'opposition. Nous allons prendre comme ça un habitué de ce plateau parce qu'il revient pour la troisième fois, évidemment, Héritier Ntemo Mvemba, analyste politique et cadre du parti Alternative Citoyenne. Là, ça sera le premier que nous accueillons dans ce débat contradictoire. Héritier Ntemo, bonsoir. Bonsoir, Jade. Bienvenue dans ce débat contradictoire. C'est toujours un plaisir. Je sais que tu as pris l'allure et tu prends déjà plaisir à venir débattre en toute liberté dans ce débat contradictoire. Exactement. Très bien. Merci de répondre présent à notre invitation. De l'autre côté, nous allons prendre un autre habitué. Ça sera un choc entre habitués de la maison. Stéphane Conta, architecte d'État, évidemment, mais en outre analyste politique, cadre du parti CRD du président de l'Assemblée nationale, l'actuel président provisoire, Christophe Mbosso. Bonsoir Stéphane Conta. Bonsoir, Jacques. Bienvenue dans ce débat contradictoire. Merci beaucoup. Voilà, très bien. Nous allons rapidement nous installer. Ce sera d'abord la première question pour toi, Stéphane. Nous savons qu'en ce net moment, tu fais partie du parti qui siège dans le présidium de l'Union Sacrée. Le président de la République a parlé dans cette communication sortie par son directeur de cabinet des urgences. Selon toi, quelles sont ces urgences qui expliquent que le gouvernement continue de gérer les affaires courantes du pays malgré la démission du président, du Premier ministre? Merci pour la question. Je salue mon co-débatteur. Parlant de cette question, premièrement, quand on parle d'urgence, pour citer quelques points par rapport à cette thématique, nous avons la situation à l'est de la République, par exemple. Voilà, nous sommes agressés par les M23, puis avec le Rwanda derrière, etc. Ce qui ne met pas la stabilité en fait à la partie est de notre pays. Alors, on ne peut pas laisser les postes vacants, par exemple, comme on appelle le ministère de la Défense, par exemple, le ministère de l'Intérieur. On ne peut pas laisser ces postes-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail que l'informateur est en train de mener ou de battre en fait sa mission, etc. D'où le président de la République avait pris l'option de laisser l'ancien gouvernement en fait, de les laisser travailler provisoirement ou soit à cimer les affaires courantes comme il avait dit. Question de ne pas laisser ces postes vacants. Vous voyez un peu. Alors nous sommes agressés par exemple, nous avons besoin d'un ministère de la Défense qui doit à chaque fois travailler, défendre, soit donner des instructions en fait à notre armée. Si et seulement si on se soumettait en fait à cette caprice là d'attendre le gouvernement, ou si et seulement si on restait là à respecter seulement la Constitution, vous voyez, le pays sera menacé et nous risquerons d'être envahis. Vous voyez un peu. Alors si cet argumentaire-là, pardon, que le président de la République s'est dit non, la Constitution, oui, c'est bon, c'est bien beau, mais il y a des urgences, il y a des cas
qui arrivent des fois pour libérer ou défendre votre pays, qui demandent peut-être pas, nous n'appuyons pas en fait cette violation, mais vu que c'est l'urgence... Tu as quand même reconnu que c'est une violation. Constitutionnellement, ils ont violé la Constitution. Là, on peut pas... Qui a violé la Constitution? Mais la présidente, quand je parle de la présidence de la République, c'est très bien. C'est très bien que ça sorte. Voilà. Mais c'est pas une violation, je sais pas, grave, qu'on peut... Je sais pas, condamner le président de la République, etc. Je vais vous donner l'exemple de l'actuel président de Burkina Faso, le général, le capitaine Traoré, si je ne me trompe pas. On est là dans un contexte de coup d'État, ce qui est différent de notre pays en ce moment. C'est quoi l'exemple que je voulais donner? Le président fait une interview, le président du Burkina Faso, il a fait une interview où il déclarait tout haut devant, je sais pas, les militaires ou je sais pas, son gouvernement, qu'il rapsait en fait le salaire des députés, des ministres, etc. Ok, tout ça, avant de mettre en application, avant que le président puisse passer à cette étape-là, ça doit passer à l'Assemblée nationale normalement. Alors, quand il a fait ça, il a violé aussi la Constitution. Ça veut dire que c'est pour l'intérêt de la nation. Ok. C'était normal en fait. Si on doit comprendre, pour l'intérêt de la nation, on peut violer la Constitution. Non, pas on peut violer. En fait, si vous m'avez bien suivi, je n'ai pas dit qu'on appuie la violation, vous voyez un peu. Mais il y a des urgences qui nous poussent des fois à violer, mais pas violer, pas dans le sens... tu vois un peu... Je sais que tu ne voudras pas, comme ça se dit à Abidjan, tu ne voudras pas mettre l'huile dans le riz du président de la République, on comprend, mais tu reconnais quand même que c'est une violation et que les urgences peuvent ou ne pas être une excuse quand même pour maintenir un gouvernement dont le Premier ministre est démissionnaire. Dans ces cas, il y a une urgence et on a droit à des excuses quand même. Voilà. Donc, il fallait que le président explique que c'est à cause de ces urgences qu'il a accepté de reconduire. Il a expliqué, je m'attends pas. Très bien. Et il a fait d'ailleurs par ce communiqué officiel sur les instructions relatives à l'exploitation des affaires, à l'expédition, je devrais dire, des affaires courantes par le gouvernement de la République, publié comme ça par, bien sûr, le directeur de cabinet, Guilain Niemboué. Rapidement, on va voir l'avis des opposants quant à ces sujets. Héritier Ntemo, le président de la République, parle des urgences. Est-ce que vous, de votre côté, vous comprenez ces urgences? Il y a d'ailleurs ton co-débatteur qui a parlé de la sécurité. Il a même donné l'exemple du ministère de la Défense qui, en ce moment, ne peut pas baisser la garde, sinon on risque d'être envahi. J'ai pris ces mots. Il y a d'abord la question du côté des opposants. Bon, c'est un peu péjoratif pour dire ça. C'est que moi personnellement j'ai un point de vue. On devrait parler d'opposition politique. J'ai un point de vue. Et mon point de vue est celle-ci. Il faut défendre d'abord la démocratie. La démocratie, le soubassement de notre démocratie, c'est la Constitution. Si on ne sait pas respecter la Constitution, on ne peut pas, on ne peut rien respecter parce que c'est ça la loi fondamentale. Et dans son article 97, la loi fondamentale est contre le cumul des mandats. On ne peut pas être juge et partie au même moment. On ne peut pas à la fois être membre du gouvernement et être député. Et c'est ça l'avis que même a donné, je pense, le Conseil d'État par la suite. Mais il y a... Le président de la République nous parle des urgences. Mais quelles urgences? L'urgence de la sécurité. Mais on saura déjà depuis le président Joseph Kabila qu'on avait des urgences par rapport à la sécurité à l'Est. Ces problèmes-là ne datent pas d'aujourd'hui. Mais à l'époque, avec Adolphe Muzito, mais quand Adolphe Muzito a laissé le tablier, mais il y a eu une nomination par intérim. Il fallait qu'il y ait un intérim à ces postes-là. Moi, je ne suis pas de ces points de vue-là qu'il y a eu violation intentionnelle de la Constitution. Mais le problème, ce qui pose problème surtout dans la sphère politique, c'est la problématique liée à la moralité et à l'éthique. Quand on sait que nous sommes... on a été élu député national et qu'on a un mandat qui est incompatible avec l'autre mandat, on fait un choix. C'est soit on reste ministre, soit on reste député. Soit on devient député parce que voilà, le peuple vous a élu, le peuple ne vous a pas élu pour être hybride. C'est bien évidemment pour aller les représenter au niveau de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, nous avons un gouvernement où plus de la moitié des membres du gouvernement ont été élus députés. On parle de 39 personnes ou de 39 personnalités. Sur 67. Non, c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais il faut respecter la Constitution. On va pas continuer dans ces pays dire qu'il
il y a toujours urgence, il y a toujours, disons, justifier toujours des violations flagrantes. Parce que moi, il n'y a pas de petites violations. Quand on viole une disposition, intentionnelle ou pas, violation reste violation. Violation reste violation. Donc on ne peut pas justifier cela. Moi je suis... Mais on prend aussi le contexte actuel, la circonstance dans laquelle on n'est pas dans l'état des sièges. L'état des sièges c'est dans une partie du pays quand même. On n'est pas dans l'état des sièges. On parle de la République démocratique du Congo et la Constitution régit les lois de toute la République démocratique du Congo. On parle de ministres nationaux. Au niveau du Nord Kivu, il y a l'état des sièges, il y a un gouverneur militaire en ce moment. Mais au niveau du pouvoir central, ce sont des civils. Okay. Et leur devoir est de respecter l'esprit de la Constitution, alors, qui a même été rappelé par le Conseil d'État. On va aller très rapidement. C'est vrai qu'on reviendra dans quelques instants sur cette question d'urgence, parce que Stéphane Kanta, lui, il a donné suffisamment d'arguments là-dessus. Maintenant, qu'est-ce que tu suggères, toi, en tant que patriote? J'aimerais que tu prennes cette question sur cet angle-là. Il fallait accepter la démission du Premier ministre et dans l'entretemps trouver un autre Premier ministre intérimaire qui va gérer les affaires courantes. La démission dans cet espace de temps jusqu'à la démission du Premier ministre a été actée. Moi, de ces côtés-là, je n'ai pas vraiment de problème de légalité par rapport au fait qu'il puisse assumer les affaires courantes, l'expédition des affaires courantes. Bon, pourvu que ça ne prenne pas vraiment du temps, mais il y a un problème de moralité par rapport à ça. Moi, j'ai vu certains ministres qui ont démissionné. Moi, chapeau bas à eux parce qu'ils doivent le faire. C'est ce qu'ils sont censés faire. C'est pour préserver l'esprit de la Constitution qu'ils doivent le faire. C'est pas parce que le président de la République aujourd'hui nous dit oh non, il y a urgence que on est censé... Non, mais non. Alors il devait faire quoi? Alors qu'il y a d'autres ministres, comme en l'occurrence, il y a le ministre de la Défense, lui n'a pas été élu député. Il pouvait donc il pouvait assurer l'intérim. Il est vice-premier ministre. Quand le Premier ministre démissionne, c'est tout son gouvernement qui tombe avec lui. J'ai dit non. Au nom de quelle disposition le vice-premier ministre? Non, c'est parmi le ministre qui n'ont pas été. Bon, lui n'a pas été candidat, il n'a pas non plus été élu. Donc il pouvait, lui, surtout s'il fallait, en tant que personnalité, je suis en train de le dire, il pouvait assumer ces rôles-là. Non, par le même mécanisme que le président a utilisé, que le président Kabila avait utilisé pour nommer un Premier ministre intérimaire, à l'occurrence M. Koyagelo à l'époque. Donc il fallait qu'on nomme un Premier ministre intérimaire. Oui, le président de la République pouvait... placé à jouer cet intérim. Oh non, mais ça moi je ne sais pas, je ne suis pas dans l'Union sacrée. Non, comment le savoir? Non, j'ai cité Bemba. Non, j'ai cité Bemba par rapport aux urgences, de la Défense, parce que c'est lui le ministre. Non, aujourd'hui c'est lui le ministre de la Défense de la République démocratique du Congo. Donc c'est à même, c'est parmi les urgences que vous avez citées. Non, il est à même en tant que personnalité qui n'a pas été élu député. Mais au cas où le Premier ministre est démissionné, par exemple, c'est tout le gouvernement qui tombe. L'Union sacrée ne compte pas 67 personnes, à ce que je sache. C'est ce que j'ai dit. Donc voilà. Donc, vous avez donné le président de la République, c'est là où moi je suis. Ouais, non, c'est par rapport pour répondre à votre question d'urgence. Donc s'il faut faire tomber le ministre de la Défense, donc quand tous les gouvernements tombent, c'est eux tous doivent partir. Ils doivent tirer juste Bemba parce qu'il a travaillé au ministère de la Défense. Non, mais on peut tirer Bemba, on peut tirer d'autres personnes. Il n'y a pas que façon, Bemba qui n'a pas été élu. Il y en a quand tu as parlé des urgences, tu as parlé aussi des urgences en termes de sécurité. C'est comme ça que lui, j'essaie de comprendre. Il touche beaucoup plus Bemba, c'est ça. Parce que c'est lui qui s'occupe de la défense. Sur ça parce que c'est comment la plus urgente de questions en ce moment, c'est la question sécuritaire dont vous avez parlé. Et qui est ministre de la Défense aujourd'hui? C'est monsieur Jean-Pierre Bemba. Et donc, si c'était réellement cette question d'urgence, il y a Jean-Pierre Bemba qui devrait gérer le gouvernement. C'est ce que tu veux nous faire comprendre. Non. Je dis ceci. Sur le 67, ministre que compte le gouvernement Samuel Kondé, Jean-Pierre Bemba fait partie d'une vingtaine de ces personnalités, de ces ministres-là, qui n'ont pas été élus députés. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas incompatibilité. Qui n'ont pas un mandat électif. Donc ce qu'il fallait faire à ces niveaux, lui, il pouvait le faire, soit d'autres personnes. Parce que l'Union sacrée ne compte pas 67 personnalités, à ce que je sache. J'ai vu...
Ils sont nombreux. Hein. Ils sont nombreux. D'accord. Stéphane Conta, héritier Ntémo, pour lui, on devrait trouver forcément un Premier ministre honoraire, un Premier ministre intérimaire, je devrais dire. Par exemple, il a donné un exemple comme ça, Jean-Pierre Bemba, et quand il a même affirmé que la violation, une violation reste une violation. Comment tu reçois cet argumentaire? Bon, je ne pas nier, si je revenais peut-être à mes propos, je ne pas soutenir en fait la violation. Donc, tu es d'accord qu'une violation reste une violation? Reste violation. Très bien. Mais nous sommes dans un pays, nous sommes dans une nation où il y a des urgences qui s'imposent des fois. On ne peut pas bafouer une question sécuritaire parce que le gouvernement doit, entre guillemets, démissionner, comme on venait de dire ici, pour qu'on attende le travail, le travail de l'informateur, etc. Vous voyez un peu, c'est là où le président de la République a essayé de réfléchir. Vous voyez un peu. Alors on ne peut pas on ne peut pas taper beaucoup plus la main là-dessus ou insister là-dessus. C'est comme si c'était une question de vie ou de perte de vie des Congolais. Non, il a quand même préservé aussi, je dirais, la vie des Congolais parce qu'il y a la guerre à l'est du pays. D'où on doit avoir ces ministères-là, très bien assis, de manière à gérer Est-ce qu'un intérimaire n'allait pas faire le travail? Il peut le faire, mais vous savez, dans notre pays, les grands problèmes, c'est quoi? Je vais donner un exemple, pardon. L'ancien gouvernement, l'ancien régime de l'ancien président Joseph Kabila, quand ils étaient en place, ils ont élargi en fait le boulevard Lumumba. Quand l'autre gouvernement est venu, ils nous ont créé le seuil des moutons. Vous voyez un peu? Est-ce que c'était important? C'est ça l'homme congolais, voilà. Donc, par là, je voulais vous rappeler que ça allait être mieux de laisser celui qui a commencé les affaires terminer ses affaires au lieu de mettre un intérimaire. L'intérimaire va chercher à créer, je ne sais pas, connaître les Congolais. Où on met alors la notion juridique de la continuité de l'État? Parce que ce n'est pas la continuité des individus. Oui, ce sont de postes. Écoutez, quand on devient même ministre, quand on a un poste, un mandat politique, on n'est plus membre d'un parti politique. On ne défend plus. D'ailleurs, même ce même article 97 en parle. Oui, on n'est plus de gauche, on n'est plus de droite. On défend les intérêts de la République. C'est-à-dire quoi? Quand on devient ministre des Infrastructures, c'est que il faut d'abord assurer la continuité de l'État. S'il y a eu des dossiers qui s'est trouvé sur la table du ministre ou de l'ancien ministre en tant que personne, mais vous, quand vous venez, vous devez traiter ces dossiers-là. Donc, il ne faut pas attendre que nous puissions... on ne peut pas inventer la roue. Sous d'autres cieux, on voit que le pays avance parce qu'il y a la continuité de l'État. Et on retrouve ces mêmes problèmes, ces genres de problèmes, souvent ici en Afrique. Et on ne peut pas continuer ainsi. Si on continue ainsi, voilà... Comment voulez-vous qu'on se fasse respecter sur le plan international? Très bien. Alors revenons sur le contenu bien sûr de ce communiqué. On va aller très rapidement apprendre ces urgences. On parle des affaires courantes. Ces affaires couvriront notamment les affaires urgentes pour lesquelles un retard dans le traitement serait générateur des dommages et des nuisances pour la nation ou contreviendrait aux engagements internationaux de l'État. C'est une raison qui tient la route. On parle de ces urgences qui pourraient, au cas où il y a un espace où il y a une sorte de légèreté dans le traitement de ces dossiers, ça mènerait à la nuisance pour la nation. C'est quand même tu vas être d'accord avec nous, Héritier, que c'était important à un certain moment, surtout comme on l'a dit, dans le contexte actuel, que l'on maintienne ce gouvernement. Les intentions. Comment peut-on prêter des intentions aux acteurs qui viendront là, qui vont traiter les dossiers avec légèreté? Mais on est où là? On est où? Si on est dans un État qui se respecte, si on se veut être un État qui se respecte, ben, les personnes qui doivent venir, c'est ça la continuité de l'État. Ils doivent traiter le dossier urgent ou d'autres dossiers de manière un peu plus expéditive. Ben, sinon, on est en train de... Il ne faut pas qu'on puisse justifier l'immoralité publique. Il faut qu'on puisse... Et ça c'est un devoir du peuple congolais, c'est un devoir de nous, de citoyens, de taper. Parce que c'est nous qui sommes allés en 2006 pour voter cette constitution, et nous sommes le dernier rempart pour de pareils cas de violation de la constitution. On ne peut pas justifier ça parce que
Mais il n'y a pas de personne plus compétente que M. Samalou Kondé. C'est ça que je me pose comme question. C'est l'esprit de ces communiqués. Cette question, il faut la poser à à nos amis. Je me demande si chercher à préserver la vie des Congolais est plus important que respecter la Constitution. Non, si chercher à préserver la vie des Congolais est appelé, comme mon co-débatteur venait de dire là, que c'est l'immoralité. Je ne sais pas si la préservation de la vie des Congolais est immorale. Il faut pas mettre. Non, je vais pas traiter la notion de la vie des Congolais avec autant de légèreté. Non, mais quand on parle de question sécurité, c'est la vie des Congolais, normalement. Non, M. Samalou Kondé n'a pas trouvé ces problèmes-là de la sécurité. Il n'a pas trouvé les problèmes de la sécurité. Excusez-moi. Ça n'a pas commencé avec lui. Ça n'a pas commencé avec lui. Il y a eu M. Ilukamba avant lui qui commençait à traiter ces dossiers-là. On n'a pas dit que M. Ilukamba a vu que lui, il a commencé et qu'il doit continuer. Non. Mais on l'a fait partie. C'était une raison politique. On l'a fait partie. Il y a eu une nouvelle majorité. En fait, aujourd'hui, c'est la même majorité. Ça veut dire quoi? Le président de la République, il tient cette majorité qu'il a eu à avoir depuis l'Union sacrée, depuis la création de l'Union sacrée, avec M. Samalou Kondé. Donc après M. Samalou Kondé, il y aura encore un gouvernement, vu qu'il y a le même président de la République. Je crois que vous avez gardé votre majorité au niveau de l'Assemblée nationale, qui à travers ça, le nouveau ou le Premier ministre intérimaire pourra agir. Mais aujourd'hui, je me demande, est-ce qu'il faut déclarer la guerre? Est-ce que c'est le Premier ministre qui expédie les affaires courantes qui va le faire, ou qui va gérer ça? Ça, c'est un problème juridique de taille, parce que même un Premier ministre intérimaire ne peut pas gérer ces genres d'affaires. Il ne peut que expédier. C'est ça qu'on appelle expédition des affaires courantes. Très bien. Voilà, mais c'est même dans le texte, en fait. Moi, je voulais rappeler une question aussi très importante. On a déjà, avant la déclaration avant que le président puisse prendre cette décision-là, on avait déjà un informateur sur terrain, en fait, qui cherchait déjà à identifier une majorité au Parlement. Et déjà, on connaissait, nous, tout le Congolais, ça, nous connaissons déjà que non, c'est l'Union sacrée qui est majoritaire à l'Assemblée nationale, normalement. On va attendre les conclusions de... Non, mais il y a eu le point de presse. Apparemment, lui pense à autre chose déjà. Non, il y a la majorité déjà là. La majorité est acquise, non, moi je me dis que tout peut changer, tout peut basculer, parce que la majorité d'autrefois c'était du FCC. Bon, ça changeait quand et comment, c'est ça le grand problème. Bon, très bien. C'est à vous de nous expliquer ça. On va y arriver. L'informateur est en train de travailler dessus. Et d'ailleurs, on en parlera dans quelques instants. Dernière ligne droite par rapport à cette thématique. On a, parce qu'il s'agit du respect de la Constitution, on a interrogé cette Constitution à son article 427. Je vais lire rapidement la première phrase. Les fonctions de membres du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil, militaire. On parle du mandat électif, on peut se limiter là. Le mandat député est un mandat électif, donc incompatible aux fonctions de Premier ministre ou de ministre carrément. Mais en ce net moment, le président de la République a autorisé, c'est une question pour toi Stéphane Conta, le président de la République a autorisé au Premier ministre et à son gouvernement de continuer d'expédier certaines affaires courantes du pays. En ce moment, il y a aussi un Parlement, bien qu'il y ait un bureau provisoire qui siège et qui existe. Est-ce que vous pensez que ces députés, qui est lui-même député national, validé par cette assemblée et par la CENI, proclamé par la CENI, peut s'opposer, je vais dire ça comme ça, une question orale avec débat, alors que lui-même il siège encore au gouvernement? La Constitution a bien tranché cette affaire. On a un problème en ce moment s'il faut un contrôle, parce qu'il faudrait, on a dit les affaires courantes, ça continue de couler. S'il faudrait avoir un contrôle, comment on va le faire avec des députés qui sont à la fois députés et ministres? L'exemple de Samalou Kondé, par exemple, il est député national et il avait des suppléants. Il est un premier suppléant et un deuxième. Est-ce que vous pensez, vraiment, honnêtement, c'est une question pour vous deux, un suppléant, moi je suis suppléant de quelqu'un qui est devenu ministre, est-ce que je vais poser à ce ministre une question orale avec débat, en toute honnêteté?
c'est question de la moralité. Comme ça veut dire. Là, tu rejoins Héritier Témo. Non, là, c'est une autre question. Ça, là, c'est une autre question. Il a parlé de moralité. Non, là, c'est une autre question. Sur cette question, il a tout à fait raison. C'est une question de moralité. C'est une autre question. D'intégrité également. Voilà. Dans le chef du suppléant qui va occuper le siège pendant Déjà, parce que j'étais candidat aussi en 2023. C'est la parenthèse que j'ai refusé d'ouvrir Voilà, tout au long de cette émission. aussi. Vous Déjà, deux, vous étiez candidat voilà. au législatif Voilà. national à Tchangou. Déjà. Cher candidat malheureux. Bon. Et vous en riez, ça me Déjà. fait plaisir. Donc déjà, quand vous partez, déposez votre candidature, parce qu'on ne déposait pas à la CNI, Ok. on déposait premièrement au niveau du parti, vous remplissez toutes les formalités, etc. Et puis c'est le mandataire qui a déposé à son tour les candidatures en fait, de votre regroupement ou de votre parti. La CNI demandait déjà au départ que vos suppléants puissent avoir le même niveau presque d'études et puis tu vois comme les candidats. C'est un candidat aussi normalement. Ok. D'où il peut gérer les affaires au niveau de l'Assemblée nationale. Et puis, moi, Voilà. c'est là la question. Il va aussi contrôler les. Non, là, ça dépend de la de sa moralité. moralité. En fait. Ouais, c'est ça. Ok. Non, mais Un commentaire rapidement, Aujourd'hui, Héritier ce que Témo. On va aller j'aimerais très savoir, vite. est-ce que ce sont les suppléants qui sont en train de siéger en ce moment? En ce moment, c'est qui siège? Voilà, je c'est ne ça. sais pas. Moi, je. C'est ça, ces ministres-là. Ils sont à la fois ministres et ils sont en train de siéger. Qui va. Donc c'est ça le problème. Ça veut dire qu'il y a 37 vides au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, Non, Héritier, leurs suppléants, je ne pense pas qu'ils resteront à la maison. Ils doivent travailler. ils vont Est-ce travailler avec eux. qu'ils Ils vont siéger siègent? ensemble. Oui, Moi, je me On demande va s'ils voir les siègent. députés qui siègent en même temps avec. Non, et c'est ça, moi, le candidat siège. À part les juges ont validé son mandat. Il est seulement venu prendre sa validation. Sûrement. Il est parti. Je ne l'ai pas vu, hein, je ne sais pas. D'accord. Alors rapidement, Héritier Témo, quelles sont, selon toi, je reviens encore en tant que patriote, quelles sont les conséquences de tout ce tohu-bohu que l'on est en train de vivre? Non mais moi je crains le pire pour le futur en fait. Parce que chaque décision, chaque acte que nous posons, surtout dans l'espace public, ça crée une jurisprudence. Demain, qu'est-ce qu'on va vivre demain? Heureusement, moi j'ai bien apprécié la position du Conseil d'État quant à cette question de cumul de mandats. Mais demain, on dit en droit, la politique tient le droit en état. Mais si la politique continue de tenir le droit en état, nous, les citoyens, nous, le pauvre citoyen de Tchangou, on va toujours continuer à subir les injustices de la part de nos politiques. C'est ça la plus grande question que nous, on se pose. Et je crains pour le futur de mon pays, en tout cas en ce sens. Très bien. Rapidement, un mot par rapport à ce qu'il vient de dire. On va avancer à prendre la deuxième thématique. Bon, moi, je dirais que c'est, comme le président de la République a dit, c'est question d'urgence. Dans toutes les nations du monde, même aux États-Unis d'Amérique, s'il y a urgence, on prend des mesures. Même comment on appelle, je sais pas, la charte des Nations Unies, etc. Des fois, c'est violé par les États-Unis d'Amérique. Quand il y a leurs intérêts. Pour protéger leurs c'est pas un intérêts. exemple. Et mais c'est la grande puissance, c'est lui qui, c'est les États-Unis qui colonisent en fait. C'est pas un exemple à Ce suivre. sont des Américains qui donnent la loi partout. On ne doit pas. Non, c'est un exemple. C'est pas un exemple à suivre, mais je donne un exemple. Quand c'est question d'intérêt, surtout de votre nation, premièrement, vous préservez vos intérêts, premièrement. Non, mais c'était une question. Mais pourquoi on a mis la Constitution? La Constitution nous sert à préserver nos intérêts. Non, mais la Constitution. C'est la mesure pour limiter les actions de politique, pour qu'il n'y ait pas pour qu'ils puissent pas agir en dictateur, au fait. Quelles sont peut-être, je ne sais pas, les sanctions prévues par cette même Constitution au cas où vous laissez l'ancien gouvernement gérer les affaires courantes ou expédier des affaires courantes, comme le président de la République avait dit dans son message. Quelles sont les sanctions en fait que notre Constitution prévoit au cas où de tels actes s'est posé, par exemple? C'est une question qu'on doit nous poser sincèrement. Non, mais par rapport aux sanctions, écoutez, voilà. la vue publique, comme je le disais tantôt, la vue publique n'est pas fait que de loi, n'est pas fait que de... il faut que déjà de personnalités comme M. Samalouko doivent être des hommes d'État. Un homme d'État... Un homme qu'on a démissionné. Oui, un homme d'État... déposé sa lettre de démission. S'il vous plaît. Voilà. S'il vous plaît. Il y a aussi le refus. Quand on est un homme d'État, on refuse de cautionner une violation. On te dit que ton pays est en danger, reste là dans les affaires courantes. On refuse de cautionner certaines choses. Il y a la continuité de l'État.
les individus ne sont pas indispensables. C'est la fonction qui est indispensable. Bon, moi, je trouve que c'est une question une question que le président de la République avait totalement raison d'agir ainsi. Parce qu'il n'y a pas de conséquences, sincèrement. Et que la Constitution n'a pas prévu de sanctions. C'est là que tu vas en venir. Parce qu'il n'y a pas de conséquences, surtout à la vie des Congolais. Okay. Voilà. Non, par rapport aux sanctions, moi, je préfère pas m'avancer sur la question. Je vais vraiment laisser là aux juristes publicistes. Donc, vu que ça ne touche pas les intérêts de la population, du point de vue social et sécuritaire, en tout cas, ça passe. D'accord, très bien. C'est avec ce mot, hein, bien que on ne touche pas aux intérêts, selon Stéphane Quentin, on ne touche pas aux intérêts de la population, le mieux est fait. La machine avance. On va prendre rapidement la deuxième thématique en 10 minutes seulement. Il s'agit bien sûr de Jean-Jacques Mamba, ancien cadre du MLC. Nous avons appris qu'il a dû démissionner de ce parti cher au vice-ministre de l'Intérieur Jean-Pierre Bemba, et ancien député national qui a rejoint Corneille Nangaa dans la rébellion dite Alliance des forces du fleuve Congo AFC. De toute façon, c'est pas un sujet heureux. Rapidement, je vais commencer avec toi, Etienne Vemba. Depuis le 27 février, d'ailleurs, il a appris sur les réseaux sociaux, il a publiquement annoncé qu'il rejoint l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante. Et Jean-Jacques Mamba dit être prêt à tout pour, je vais citer, libérer le Congo et mieux gérer le Congo. Comment est-ce que vous, du côté de l'opposition, parce qu'il s'agit de la République, avez-vous accueilli cette information ? Non, il faut me poser la question du côté en tant que Congolais. Ça c'est une question qui ne peut pas toucher dans l'opinion politique. Dans l'opinion, on n'a pas encore vu un seul, je vais le dire encore avec beaucoup de réserves, mais on ne voit pas encore du camp d'opposition lever le ton contre ces actes qui continuent de se perpétrer. Écoutez, c'est que moi, disons, les paroles que je vais prononcer durant les prochaines minutes, c'est que je vais les prononcer d'abord en tant que Congolais. Très bien. Il n'y a même pas un mois. Patriote. Il n'y a même pas un mois, ma mère était devant son téléphone. Elle regardait des vidéos, et il y a eu des vidéos de massacres où il y a eu des obus du M23 au niveau de la ville de Goma. Ma mère elle n'a même pas eu de larmes aux yeux, elle a pleuré. Et moi, j'ai eu des larmes aux yeux. La rébellion, ça nous conduit où? 62 ans plus tard, ou 4 ans plus tard, après l'indépendance, nous sommes où? Et plus de 3 décennies aujourd'hui, qu'on subit ces problèmes à l'est de la République démocratique du Congo. Et ce que moi, je n'arrive pas à comprendre, et c'est même un sujet où Lumumba, dans 100 ans, il va se retourner. Le père fondateur de notre nation, ils vont se retourner. Quand il y a ce ne sont même pas les citoyens congolais, moi je dirais. Aujourd'hui, M. Mamba et M. Nanga. Si M. Nanga, aujourd'hui, il s'élève et dit que M. Tshisekedi, c'est un imposteur, excusez-moi, mais c'est lui le président actuel de la République démocratique du Congo, mais quand est-ce qu'il est devenu imposteur? Il doit répondre à ces genres de questions. Et M. Mamba, quand lui, il est en train de... Quand il est en train de dire qu'il y a eu passation pacifique de pouvoir, qu'il n'y a même pas eu un tir ces jours-là. Aujourd'hui, c'est la même personne qui va prendre les armes contre la République démocratique du Congo. L'Alliance du fleuve Congo, ils sont alliés avec le M23. Et c'est un secret pour personne. Aujourd'hui, le Conseil de sécurité a dénoncé disons, l'appui de Kagame derrière le M23, qui sont en train de massacrer. Donc comme pour comprendre, Jean-Jacques Mamba rejoint Nanga, qui a rejoint le M23, qui ont rejoint Kagame. Oui, mais bref, Nanga rejoint Kagame. Monsieur Nanga s'occupe dans cette alliance où ils ont intégré certaines personnalités, en l'occurrence Monsieur Mamba, et ils ont intégré le M23 dedans. Monsieur Nanga s'occupe que de la partie politique, mais la partie militaire, c'est géré par le responsable du M23. Et le M23, on le sait, c'est un secret pour personne. Ils sont soutenus par M. Kagame. Très bien. Et aujourd'hui, nous devons justifier les actes de M. Mamba. Et quand j'entends même qu'on en parle, moi, ça me blesse. C'est même pas un sujet sur lequel je viens de dire que c'est pas un sujet heureux. Comment est-ce qu'on devrait traiter, une question que vous allez partager à deux, comment devons-nous traiter ces rebelles? S'ils sont congolais, il faut leur déchoir leur nationalité.
On est d'accord, Stéphane Kanta? Ces rebelles, Nanga, Mamba, M23, on devrait les retirer la nationalité congolaise. Pour moi, nous sommes déjà dans un pays démocratique. Voilà. Chacun est libre en fait de faire son choix, soit être rebelle ou rester à mener dignement sa vie politique. Nanga, Mamba, ils ont choisi leur camp. Ils sont libres en fait. Ils sont libres. Pour moi, je ne traînerai pas à condamner, je ne sais pas, Nanga, Mamba ou Kagame, etc. C'est à notre gouvernement de prendre des responsabilités. C'est ça la plus grande question. Si il a dit pour lui d'abord si retira à toutes ces personnes de la nationalité congolaise. Si on restait là, accuser des gens, chercher à faire X ou Y. Non, aujourd'hui on n'accuse pas. Vraiment. Ces gens-là ont pris des positions contre la République démocratique du Congo. On parle de... quand on a suivi l'intervention de Nanga et de Jean-Jacques Mamba, je sais pas. Jean-Jacques Mamba, nulle part, je les ai écoutés dire que non, ils sont contre la nation. Non. Ils s'opposent au régime en place. Est-ce que c'est la meilleure des manières de s'opposer au régime en place en s'alliant au génocide? Voilà, c'est pas une bonne manière. C'est ça, mais démocratiquement, ils sont libres. Moi, je m'oppose à M. Tshisekedi aujourd'hui. Écoutez, je m'oppose à la politique de gauche que mène le pouvoir, disons. Le pouvoir en place? Non, le pouvoir en place, même le pouvoir précédent. Je m'oppose à la politique de gauche. Mais écoutez, je ne vais pas prendre les armes pour autant. C'est quoi la politique de gauche quand vous... Non, la politique de gauche, c'est la politique de sociodémocrate. Moi, je ne suis pas sociodémocrate, je suis libéral. Okay. Et donc, les mesures... Je ne vais pas dire que tout ce que M. Tshisekedi a fait depuis le début de son mandat, voilà, c'est un mauvais bilan en tout et pour tout. Mais prendre les armes n'est pas la meilleure option quand même. C'est pas l'option à prendre, c'est même pas une option pour moi. Pourquoi on va prendre les armes? C'est comme ça que je me demande. Libéral, vous êtes capitaliste en fait. Stéphane Kanta, comment on doit traiter ces personnes? Parce que oui, je l'assume. Comment on doit traiter ces personnes? Parce que tu as parlé de démocratie, on doit les applaudir? Non, nous avons une armée. Papa. Comment on les traite? On a une armée, on a une justice. Vous voyez un peu? Ok. On a un ministère de la Défense, on a un ministère de l'Intérieur. Nous devons prendre des responsabilités. S'il faut frapper, frapper. C'est pas quelque chose à réfléchir des fois. Alors une autre question. Pourquoi on a remarqué en moins d'une année des personnalités politiques importantes, un ancien président du CNRA, un ancien président de la CENI, un ancien député national au cadre d'un grand parti historique de notre pays. Pourquoi il y a on va dire, cette montée des personnalités qui rejoignent la rébellion? C'est question d'intérêt, mon frère. C'est question d'intérêt. Si vous voyez par exemple les Nanga, c'est par rapport à ces carrés minés. Pour ne pas entrer là-dedans, vous voyez un peu. Ils ont été frustrés. Ok. Vous voyez un peu. Alors, donc ceux qui rejoignent la rébellion, c'est à cause d'une frustration. Voilà, c'est juste ça. Même Mamba, qu'est-ce que Mamba réclame? La mauvaise gestion du pays. Il est prêt à tout pour libérer le pays. Pour lui, le pays est pris en otage. Chacun, par rapport à sa position ou par rapport à son positionnement, il ne se retrouve pas. Ok. Vous voyez un peu, c'est ça les grands problèmes. Il se sent un peu négligé, je ne sais pas. Et puis il prend les armes, il peut faire ses histoires. Alors le gouvernement doit prendre ses responsabilités. S'il faut frapper, il faut frapper. Non, mais c'est vrai que le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Mais moi, je tente en tant que citoyen que je ne comprends pas les actes des autres citoyens qui posent. Et ça, c'est ma proposition, c'est ma contribution dans cette réflexion. En tant que citoyen, parce que que ces personnes ne gardent plus la nationalité congolaise. Qui viennent combattre en fait le gouvernement en place ou l'armée en place d'une nation. Il y a un sort pour eux. Non, il y a une chose. Le gouvernement, vous avez cité le ministère de la Défense qui a la force militaire, il y a le ministère de l'Intérieur qui doit sécuriser, il y a le ministère de la Justice qui doit traiter tous ces dossiers. Et moi, c'est ma contribution. C'est que moi je préconise, c'est qu'il faut leur déchoir la nationalité, parce que je ne pense pas qu'un Congolais peut reconnaître un autre Congolais qui le tue, qui prend le camp de l'ennemi carrément. Alors rapidement, une dernière question. Le Rwanda est notre ennemi. Et c'est inadmissible. Transigeant sur cette question. Très bien. Alors une dernière question. Quel effet tout ça, toutes ces rébellions, toutes ces personnes qui rejoignent des groupes rebelles, quel effet tout cela a sur le processus de rétablissement de paix dans la partie est de la République, parce qu'il s'agit d'abord de ce coin de notre pays, Stéphane Kanta?
On cherche à rétablir la paix. Il y en a qui vont se joindre aux rebelles. Okay. Quel effet cela peut avoir dans ce processus de rétablissement de paix dans le parti? Déjà, les effets, nous en avons déjà. Il y a la mauvaise vie en fait, sociale des Congolais. Il y a beaucoup de peur des Congolais. Avec ça, on peut retrouver la paix rapidement? Non, mais c'est compliqué. C'est ce que je disais aussi. Donc, ça complique ce processus. Voilà, le plus grand problème ou la plus grande responsabilité, c'est à notre gouvernement. Vous voyez un peu, les M23, ils sont en train de blaguer là-bas. Vous voyez un peu, si on était très tranchant envers ces gens-là, Nanga n'allait pas rejoindre les M23. Les M23 n'allait pas exister. Vous voyez un peu. Ça veut dire que c'est aussi quelque part. Voilà, si on avait bien négocié de gérer cette guerre-là, surtout au niveau des armes comme ça, les M23 n'allaient pas exister. À qui la faute? Bon, moi je connais le gouvernement, je suis à l'Union sacrée, mais on ne peut pas on ne tolère pas tout. Vous voyez un peu. S'il y a une mauvaise gestion, d'une part ou d'un côté, il faut condamner normalement. Très bien. Vous voyez un peu. Voilà. Ils ont mal géré, surtout au niveau de la défense. Ils ont mal négocié. Là, j'assume mes mots. Ils ont mal géré. Ils ont très mal assumé les responsabilités. Ils doivent assumer, vous voyez un peu. Très bien. C'est comme ça, voilà. Quelles conséquences, Etienne Temo? Je suis content qu'un membre de l'Union sacrée puisse dire que le gouvernement doit assumer ses responsabilités. Normalement. Et aussi, surtout au niveau de la défense. Il est membre de l'Union sacrée, mais il a son cerveau avec lui. Commençons. On a parlé de question de la moralité ici. On ne peut pas appuyer toutes les bêtises parce qu'on est de l'Union sacrée. Exactement. Il y a des détournements de fonds, par exemple. Moi, j'appuie parce que je suis de l'Union sacrée. Non, c'est inconcevable. Très bien. Exactement. Voilà. Moi, par exemple... Voilà mon opposition à CPLI. non, mais écoutez, moi, j'essaie d'abord d'avancer des arguments qui sont... on peut pas tout le temps être objectif. Hein. C'est vrai qu'on mêle un peu de subjectivité dans nos réflexions, mais écoutez, le gouvernement a sa part de responsabilité, surtout au niveau du ministère de la Défense. Il y a un problème au niveau de l'armée. Il faut équiper l'armée. Il faut prendre soin des militaires. On doit cesser de prendre soin des députés à plus de 33 000 $ le mois et penser aux militaires qui se sacrifient au front. Moi, j'entends des nouvelles, on m'envoie des images de militaires, comment ils sont, ne fût-ce que vêtus au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo, mais c'est inconcevable dans un pays où un député conduit une palissade. C'est tout à fait inconcevable. Le député, il vient là. Et aujourd'hui, selon les rapports de l'ONU, il y a même certains pays qui nous pointent du doigt. Il y a certaines personnalités congolaises qui sont d'appui. Même pas ceux qui se sont prononcés comme M. Mamba ou Nanga, qui appuient le M23, qui appuient la rébellion au niveau de l'Est de la République. Même Bosso l'a dit ici à l'Assemblée nationale. Et moi, le président de ton parti, mais il a dit quelle a été la suite. Je crois que il a plus rien. Il a dénoncé quand même. Il a plus rien dit par la suite. Non mais il y a un documentaire, Alors, qui est sur Netflix, qu'il faut suivre. Mais moi, j'aimerais avoir de manière. Ça donne de larmes aux yeux. J'aimerais avoir de manière succincte la réponse à cette question. Quel effet sur ce processus de rétablissement de paix, de la paix dans la partie de la République? Qu'on voit comme ça des personnalités politiques importantes. Déjà les morales des citoyens qui vivent à l'Est. Ok. Stéphane vient de dire que ça complique ce processus. Non, mais ça complique parce que, écoutez, quand on mène une guerre pas qu'avec les armes, on mène une guerre avec sa population. Et la population doit appuyer. Mais quand la population voit, et surtout un cadre d'un grand parti politique, le parti que dirige, disons, bon, entre guillemets, l'autorité morale, c'est le vice-premier ministre de l'Intérieur. Mais qu'est-ce que la population va se dire? Qu'est-ce que nous on s'est dit? Qu'est-ce que nous on se demande? Est-ce qu'il n'y a pas un problème dans les chefs de l'Union sacrée? Ça, il faut leur demander à eux. Parce que, bon, moi, la question que je me demandais aussi, quand on parle de la manière dont nos militaires sont traités à l'est du pays, leur tenue, etc., tout ça, si vous suivez de près cette histoire, vous allez découvrir qu'au niveau du gouvernement central, il y a les fonds qui sont alloués pour ces militaires-là. Nos généraux ici, vous allez voir, il y a des généraux, des colonels qui détournent ces fonds pour leurs propres intérêts. Mais qui doit sanctionner? Un autre sujet. Ce n'est pas les présidents des pays qui sanctionnent. On a une justice quand même. Qui doit sanctionner? Voilà, on a une justice. Il y a un garant de bon fonctionnement des institutions. Il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que des mauvais professeurs. Mais il y a en fait, on a un gouvernement,
On a un chef du gouvernement. On va remédier à... Mais quand le gouvernement a failli, si le gouvernement a failli, le gouvernement doit démissionner. On va aller très vite. Pour l'un, il faudrait retirer la nationalité congolaise à ces personnalités publiques politiques qui rejoignent comme ça les groupes rebelles. Pour d'autres, il faut que le gouvernement se prenne en charge et qu'il frappe. Voilà. Très bien, on va avancer. Dernière thématique, en 10 minutes, on va finir par là. Vous le savez, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a décidé de reconduire Augustin Kabuya en tant qu'informateur afin qu'il puisse terminer son rapport. Au terme de ces consultations, en vue d'identifier la majorité parlementaire, l'informateur Augustin Kabuya a présenté ce lundi 26 février son rapport préliminaire au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Évidemment, une question, on va commencer encore avec toi. Est-ce que ce navire, l'équipe d'Augustin Kabuya est en train de naviguer pour accoster à bon port, Héritier Ntemmo? Mon co-débattateur a dit tout à l'heure que l'union sacrée reste intacte. J'aimerais le voir avec les conclusions de M. Augustin Kabuya. Mais ce qui est sûr, moi, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de... Voilà, je ne vais pas m'avancer sur cette question. Ce qui va venir avec le travail de M. Augustin Kabuya, je ne sais pas si ça sera un travail bâclé ou un travail qui va redonner espoir, parce qu'on est en train de perdre de plus en plus espoir. On espère que ces conclusions... Par rapport à ce que tu vois, ce qui se dit d'ailleurs sur la place publique, toute la communication autour de ces consultations, est-ce que tu penses que ça va accoucher de quelque chose d'important et surtout allant dans le sens de l'intérêt de la population? C'est ça l'essence de la question. L'intérêt de la population, on ne va pas les constater avec le travail de M. Augustin Kabuya. Pourquoi? J'espère en tout cas que le président de la République surtout prendra, dans la mesure du possible, il va prendre compte des intérêts de la population en ne laissant pas de ministres qui sont réputés fraudeurs, qui sont réputés détourneurs. Il faudrait, quand on parle des warriors, moi, on utilise ces mots un peu abusivement, mais il faut prendre... C'est qui un warrior? Un warrior, c'est un militaire, c'est lui qui aime son travail et qui travaille. Un travailleur. En fait, la politique, c'est un sacerdoce. Et quand on prend les charges publiques, c'est pas une entreprise privée où tu peux licencier les gens comme tu veux, où tu peux agir comme bon te semble. Non. Ils ont des comptes à rendre. Et nous sommes les principaux actionnaires de cette entreprise qui est la République démocratique du Congo. Est-ce que tu penses que le président de la République peut influencer positivement la suite de ces travaux d'Augustin Kabuya? Non, effectivement, parce que c'est lui qui a donné la mission. Et je pense que le président de la République... il nous a prouvé qu'il lui faisait confiance. Donc ça veut dire qu'il a la confiance du chef, il agit au nom du chef de l'État. Et voilà, ça va aboutir probablement à une majorité acquise pour M. Félix Tshisekedi. Et nous espérons en tout cas que le gouvernement qui va sortir de ces consultations, ça sera un gouvernement qui va refléter en tout cas les aspirations du peuple congolais. Très bien, au travers son Parlement. Est-ce que tu penses, en quelques secondes, est-ce que tu penses que l'opposition aussi pourra avoir sa part dans ce gouvernement? Écoutez, si on dit que l'opposition pourra avoir sa part, on est opposant, nous, en tout cas au niveau de l'alternative citoyenne, on est opposant pas aux individus, mais pas aux partis politiques. Vous aimez le dire. On est opposant au système. Ce système-là de prédation si on vous invitait à prendre part à ce gouvernement, est-ce que vous accepterez? Ça, c'est pas une question que je peux m'avancer. Je peux pas donner une réponse ici sur le plateau. C'est pas à moi en tout cas. Alors je la reformule cette question. Est-ce que tu penses, par rapport à ces travaux d'Augustin Kabuya, qu'il y aura aussi une part à l'opposition? Non, j'espère que... J'ai vu qu'il consulte tout le monde. Il a consulté certains acteurs de l'opposition. J'espère qu'on sera consulté. Et voilà. Et on aura... Nous, c'est qu'on veut... Est-ce qu'on a une opposition dans ce pays? Nous, on veut contribuer. Quelqu'un dit qu'il n'y a pas d'opposition même dans le pays là. Ça, c'est aussi... c'est aussi ne pas comprendre le Congolais. Parce que... On est là, on observe, on verra ce qui va se passer dans
dans 1 année, 2 ans, après qu'il y ait un gouvernement. Je peux citer directement par rapport à ça. Rapidement, et puis il y aura aussi une question. Parlant de l'opposition, en fait, cher frère, on n'a pas une opposition dans ce pays, sincèrement. Déjà... Je regarde la tête que mais Héritier fait. Où est cette opposition-là? Pourquoi il est en train de rire? Non, on vient de passer aux élections. Il y a eu combien de candidats de l'opposition, par exemple, qui ont été représentés et qui ont bâti campagne? Je ne sais pas, s'ils sont 10 ici, ils peuvent me citer le nom de ces opposants-là. Il y a que l'ensemble pour la République, le seul parti en fait de l'opposition qui a aligné quand même des candidats qui ont bâti aussi campagne. Donc, que l'on compte même pas sur l'opposition. Pour votre information, l'alternative citoyenne a aligné plus de 300 candidatures. Non, plus de 1000 candidatures dans tout le, disons, à la députation nationale, provinciale et au municipal. Dans toute la République. Dans toute la République. De recevabilité. On était éligible au seuil de recevabilité. Et j'ai battu campagne. Vous avez combien de candidats? J'ai battu campagne. Combien de candidats élus? Non, on n'a pas atteint le seuil. D'accord. Non, le fait de ne pas attendre. On va pas rentrer dans le débat. L'histoire de seuil, on pourra y revenir. Mais comment est-ce que vous allez faire cette opposition-là aussi longtemps que vous n'avez pas des élus? On pourra y revenir par rapport au seuil. Donc, c'est comme pour dire que le Parlement est déjà acquis à Félix Tshisekedi. On a la majorité, on a plus de 400 députés à l'Union sacrée, je vous dis, je vous l'informe aujourd'hui. Ok, donc, apparemment, le travail. Alors, si c'est comme ça, le travail de l'informateur n'a pas lieu d'être. Non, mais il a fait, mais après la remise, en fait, du premier rapport, et il a fait une interview. Mais il a caché quand même d'autres choses. Mais il a dit ça ouvertement. Il a caché match exaté. Match exaté, sérieusement. On a déjà une grande majorité. Non, mais écoutez, on est en train de chuter. Écoutez, si j'ai bonne mémoire, en 2011, l'UDPS avait combien de députés, par exemple? En 2011. Moi, je ne suis pas l'UDPS. Félix, non, c'est le premier parti. Mais l'UDPS quand même avait un grand nombre de députés. À part l'UDPS, il y avait les MLC. Qui étaient dans l'opposition. Oui. L'UDPS avait combien de députés? Félix Tshisekedi n'avait pas siégé. Merci. Ils avaient combien de députés? Félix Tshisekedi n'avait pas siégé. Non, là, c'est pas mon problème. Il avait un suppléant. S'il ne siégeait pas. Non, il n'avait pas siégé. Ils n'avaient pas siégé. Non, il avait sur injonction du président du parti. Du parti bon, on ne va pas reculer aussi longtemps en arrière. Non, mais c'était ça l'opposition. Et donc, si c'était ça l'opposition, ça veut dire que l'opposition dans ces pays existe. Non. À l'IDPS, ce n'est pas tous les candidats élus qui ont boycotté l'Assemblée nationale. Il y en a qui. Il y en a qui ont siégé. Non, on ne peut pas parler de l'opposition dans un pays qui a un régime parlementaire, en fait. Comment vous vous appelez? Semi-parlementaire. Semi-présidentiel. Semi-présidentiel, voilà. On a un parlement, vous vous appelez opposant, mais vous n'êtes pas représenté au niveau du parlement. Non, mais en quoi est-ce que ou par quel mécanisme? Avec la bénédiction de Jade, j'aimerais bien qu'on revienne pour parler de ces mécanismes, pour parler de mécanismes, qu'on puisse débattre sur le mécanisme électoral qui a fait en sorte que l'opposition soit désavantagée par rapport à ces élections. Non, là c'est la CNI, non, c'est pas la CNI. Là, ce sont des imaginations. C'est pas la CNI. On va parler de la loi électorale. Si vous parlez la loi électorale, on va parler de la loi électorale ne favorisait pas l'union sacrée, c'est sincèrement. La question de seuil a favorisé largement l'union sacrée. En quoi, par exemple? Bon, très bien, on ne va pas revenir sur tout ça maintenant. On est déjà limité par le temps. Nous invitons l'opposition en 2028. Mais en ce moment, il n'y a pas d'opposition machisate. On va revenir. Merci beaucoup, chers amis. On est arrivé à la fin de cette émission. On est vraiment limité par le temps, comme je viens de le dire. Merci de répondre au présent à notre invitation et surtout de ramener suffisamment de pertinence, de réflexion dans ces différentes thématiques. On va rapidement aller sur les rappels de ce qui a été dit. On va commencer avec toi, Étienne Témoin. Est-ce que tu te souviens avoir dit que si, dans cette émission, que si on viole la Constitution, on ne peut rien respecter d'autre? Exactement. Est-ce que tu reconnais avoir dit qu'une violation reste une violation, quel que soit le but? Oui. Et que la violation de la Constitution par cette autorisation du gouvernement, selon toi, de continuer d'expédier les affaires courantes du pays, bien sûr, était intentionnelle. Tu reconnais avoir dit cela? Intentionnel, non, mais j'ai dit que ça, voilà, ça frise l'immoralité publique. Très bien. Est-ce que tu reconnais avoir dit que la crainte quant à ce que tu appelais violation qui frise la moralité publique, la crainte c'est pour le futur,
Et ça risque de créer une jurisprudence. Exactement. Est-ce que tu reconnais avoir dit que l'intérêt de la population ne se retrouvera pas dans ces travaux d'Augustin Kabouya? Ouais, si le travail est bâclé. Si le travail est bâclé, ou bien carrément il n'y aura pas intérêt de la population à la suite de ces travaux? On n'a pas vu ça pour les 5 dernières années. Bon, je reste sceptique sur cette question. Très bien. De l'autre côté, architecte Stéphane Conta, est-ce que tu reconnais avoir dit que le président de la République a certes violé la Constitution, mais pour l'intérêt de la population? Ouais. Est-ce que tu reconnais avoir dit qu'on est en démocratie, parlant de Jean-Jacques Mamba et d'autres rebelles, on est en démocratie et que chacun est libre de faire ce qu'il fait, c'est au gouvernement de se prendre en charge? Bien sûr. Est-ce que tu reconnais avoir dit que tous ceux qui rejoignent cette rébellion, c'est uniquement par frustration? Oui. Très bien. Et tu reconnais avoir dit qu'en ce moment-là, match est athée, l'opposition n'existe pas? Ils sont là. Voilà, c'est avec cette note de bonne humeur qu'on a l'obligation de se quitter dans ce débat contradictoire. On se retrouvera très prochainement autour d'autres thématiques. Mais rapidement, en quelques secondes, en regardant ton co-débatteur du jour, qu'est-ce que tu as trouvé de bon chez lui? C'était intéressant en fait de partager le même plateau avec mon co-débatteur. Il s'appelle Héritier Ntemo. Voilà, très très content de... Originaire du Congo-Brazzaville. J'ai quelques recherches. Ah ok. Ah ben non. Il est originaire du Congo-Brazzaville. Là maintenant il veut me contredire. Il faut pas nous prêter... Mais là c'est contre la Constitution. Combien il a postulé? Il aime juste une partie du Congo-Brazzaville. Ah ok. En tout cas c'est une très bonne chose pour moi de partager le même plateau avec... mon ami et frère, déjà, c'est un Congolais. En tant que Banachangou, c'était bien. Banachangou, donc... Alors, voilà. Héritier, qu'est-ce que tu as trouvé de bon chez ton co-débatteur? Non, mais écoutez, c'est toujours un plaisir d'échanger avec des jeunes dont je fais partie. Et surtout que de trouver un jeune qui est dans l'union sacrée, qui porte quand même certaines de hautes valeurs morales. Et quand il faut taper sur les petits doigts de certaines personnalités publiques, il faut le faire. Et ça, moi, j'en suis ravi. On ne peut qu'en sortir grandi avec un débat pareil. Très bien. Voilà, il a été question de parler de l'expédition des affaires courantes du gouvernement Samaloukou. Entre urgence et respect de la Constitution, nous avons parlé ensuite de la sécurité. Jean-Jacques Mamba, ancien député et cadre du MLC, qui a rejoint Corneille Nangaa dans la rébellion dite Alliance du fleuve Congo, en coalition bien sûr avec le M23. Et nous avons fini par cette mission de l'informateur Augustin Kabouya qui a présenté un rapport préliminaire à Félix Tshisekedi. C'est avec cette note que nous allons conclure ces débats républicains, 10 débats contradictoires. Merci de rester fidèle au programme de Congo 26 Télévision. C'est comme ça qu'ensemble, nous dresserons nos fronts longtemps courbés pour de bon, prendrons le plus bel élan dans la paix. Au revoir.